Claire Donovan n'avait jamais imaginé que la nuit de Noël finirait avec elle agrippant le bord du lit d'hôpital, haletant pour respirer pendant que le moniteur cardiaque bipait, comme un avertissement qu'elle ne pouvait plus ignorer. Enceinte de 8 mois, terrifiée et complètement seule, elle fixa les lumières du plafond qui se brouillait au-dessus d'elle, parce que l'homme qui avait juré de la protéger était quelque part à Beverly Hills avec une autre femme, buvant du champagne et prétendant qu'il n'avait pas de femme l'attendant à New York. Au moment où Claire fut renvoyée, la neige dehors avait cessé. Manhattan se sentait douloureusement silencieuse, le genre de silence qui rend chaque vérité plus forte. Elle entra dans l'appartement de l'Upper East Side, son appartement, vraiment, sentant encore légèrement le parfum cèdre que Nathan utilisait toujours. Mais cette odeur ne se sentait plus comme chez elle. Elle se sentait comme l'ombre d'un étranger s'étendant sur sa vie. Elle essuya ses paumes sur son manteau, se stabilisa, puis traversa le salon. La lueur de l'arbre de Noël vacillait faiblement, comme si elle savait que la célébration était morte il y a des heures. Claire leva les mains à ses oreilles et retira les boucles d'oreilles en diamant que Nathan lui avait données il y a 3 ans. Les boucles d'oreilles, disait-il, la feraient paraître moins ordinaire. Elle plaça une boucle d'oreille délicatement sur la table basse en marbre. L'autre, elle la garda serrée dans son poing si fort que le métal lui coupa la paume. À côté de la boucle d'oreille solitaire, elle laissa la lettre. Un court au revoir. Pas de supplication, pas d'accusation, pas de confession dramatique, juste la vérité qu'il avait toujours refusé de regarder en face. Quand Nathan revint finalement de son évasion de luxe avec Sienna Marlowe, il entra dans l'appartement sombre s'attendant à un frisson coupable, peut-être même à de l'excitation. Au lieu de cela, il remarqua d'abord le silence étrange, puis les lumières scintillantes de Noël, puis la seule boucle d'oreille en diamant captant la faible lumière comme une larme gelée. Son estomac tomba. La lettre était à côté. Il reconnut l'écriture de Claire instantanément. Le monde bascula. Il déglutit difficilement, les mains tremblantes, et tendit la main vers l'enveloppe. Mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, quelque chose sur le sol fit arrêter son cœur froidement. Un bracelet d'hôpital avec le nom de Claire et la date, veille de Noël. Il recula, le pouls battant, la peur lui remontant le long de la colonne vertébrale, alors qu'il réalisa que ce n'était pas un simple au revoir. C'était quelque chose de bien pire. Il n'était pas prêt pour ce que la lettre disait. Claire Donovan n'avait pas toujours vécu dans un monde de comptoirs en marbre, de fenêtres du sol au plafond et de couloirs silencieux qui faisaient écho à chaque insécurité qu'elle portait. Avant que Nathan Donovan ne l'entraîne dans sa vie mondaine à Manhattan, elle avait été professeure de musique dans une modeste école primaire de Brooklyn. Quelqu'un qui croyait que les petites joies pouvaient encore changer une journée, que la gentillesse comptait, que l'amour était censé être doux. Et peut-être était-ce pour cela qu'elle tomba amoureuse de Nathan si vite. Ils se rencontrèrent 5 ans plus tôt lors d'une collecte de fonds à laquelle son école s'était associée, organisée à l'intérieur d'une salle de conférence au mur de verre surplombant l'East River. Claire avait aidé ses élèves à accorder leurs instruments lorsqu'un homme en costume bleu marine ajusté s'approcha, tenant une tasse de café renversée comme preuve d'un crime. Il rit maladroitement, admit qu'il était terrible lors des événements sociaux, et d'une manière ou d'une autre fit rire Claire plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Nathan était brillant, ambitieux, magnétique d'une manière qui se sentait sûre à l'époque. Il écoutait quand elle parlait de musicothérapie, admirait son dévouement à l'enseignement et dit qu'il enviait les gens qui vivaient de vraies vies au lieu de feuilles de calcul d'entreprise. Il la fit se sentir vue. Mais la plus grande raison pour laquelle Claire l'aimait était plus simple. Il fit de la place pour ses rêves, ou du moins, il dit qu'il le ferait. Quand il lui demanda de l'épouser, elle crut chaque mot. La première année de mariage fut des matins lents avec du café bon marché, des accords de piano dérivant du salon, Nathan l'embrassant sur le front avant de partir travailler dans sa chemise froissée.
Il vivait dans un confortable appartement d'une chambre à Brooklyn, avec des meubles dépareillés et des voisins qui se disputaient bruyamment à propos du football. Ce n'était pas glamour, mais c'était le leur, et Claire se sentait la femme la plus chanceuse du monde. Mais le succès change les gens, pas toujours du jour au lendemain, mais pouce par pouce. Quand Nathan fut promu directeur du développement stratégique, tout changea. Soudain, il visitait des condos de luxe, parlait de portefeuilles d'investissement, assistait à des événements où Claire se sentait toujours mal habillée. Nathan améliora sa garde-robe, ses amis, ses attentes, et finalement son attitude envers elle. « Tu es trop douce pour Manhattan, » dit-il un jour, pas en plaisantant. « Tu ne pousses pas assez fort. » Claire en rit, pensant qu'il était stressé. Mais les commentaires continuèrent. De petites coupures, faciles à écarter individuellement, mais ensemble, elles blessèrent sa confiance. Elle cessa de jouer du piano aussi souvent, cessa de parler du programme musical qu'elle voulait construire, cessa de croire qu'elle avait une place dans le nouveau monde étincelant de Nathan. Quand elle tomba enceinte après des années d'essai et une fausse couche déchirante, Claire espéra que cela les rapprocherait. Elle imaginait des nuits tranquilles à décorer une chambre d'enfant, Nathan parlant à son ventre, tous les deux redécouvrant la version simple de l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Mais Nathan devint seulement plus occupé, plus distrait, regardant toujours son iPhone, prétendant toujours une autre réunion, un autre dîner, un autre voyage d'affaires inattendu. Claire se convainquit que c'était temporaire, que la grossesse la rendait émotive, qu'après l'arrivée du bébé, tout se calmerait. Mais au fond, elle savait déjà qu'elle était seule. Pourtant, elle resta douce, elle resta loyale, elle resta pleine d'espoir parce qu'aimer Nathan était devenu une habitude qu'elle ne pouvait pas défaire du jour au lendemain, et parce que le minuscule battement de cœur en elle était le seul miracle auquel elle faisait confiance. Mais la veille de Noël, dans cette chambre d'hôpital froide où elle tremblait sans la main de Nathan dans la sienne, quelque chose en Claire changea pour toujours. Pour la première fois, elle comprit la vérité. Nathan passa des années à se cacher derrière le charme et l'ambition. Elle avait épousé un homme qui aimait ce qu'elle le faisait paraître, pas qui elle était. Et cette réalisation changerait tout. L'appartement de l'Upper East Side ressemblait à une double page de magazine. Sols en marbre élégant, luminaires chromés, œuvres d'art choisies avec soin. Nathan prétendait qu'il avait fait une bonne affaire, même si tout le monde savait que rien sur Park Avenue n'était bon marché. Pour les étrangers, c'était le rêve. Une unité au 12e étage avec des vues imprenables sur l'East River, une cuisine avec des appareils en acier inoxydable, et un salon qui brillait d'or chaque matin lorsque la lumière du soleil rebondissait sur les gratte-ciels voisins. Mais pour Claire, cela avait toujours ressemblé à une belle cage. Quand Nathan l'y amena pour la première fois, elle essaya de voir l'endroit à travers ses yeux fiers et ambitieux. Il passa un bras autour de sa taille, lui pressa un baiser sur la joue et murmura « C'est notre nouvelle vie ». Mais les murs résonnaient différemment pour elle. Les pièces semblaient trop grandes, trop polies, trop silencieuses, un silence coûteux qui engloutissait sa voix. À Brooklyn, la vie avait été désordonnée, mais vivante. Des enfants riaient dans les couloirs. La musique remplissait sa classe. Des voisins saluaient depuis les escaliers de secours. Ici, tout semblait distant. Même l'air semblait plus fin, comme si l'immeuble appartenait plus au statut croissant de Nathan qu'à eux deux. Claire essaya de s'adapter. Elle décora le coin de la chambre d'enfant avec des couleurs pastel, plaça son vieux clavier près de la fenêtre, acheta des couvertures douces et des livres de berceuse. Mais Nathan ne cessait de déplacer les meubles, d'enlever le désordre et de décourager tout ce qui ne correspondait pas à son esthétique minimaliste et froide. Un après-midi, elle trouva son clavier débranché et poussé derrière le canapé. « Je ne pense juste pas que ça convienne à l'espace », avait dit Nathan avec désinvolture, faisant défiler son iPhone. L'espace? Pas leur maison. Son espace. Pourtant,
Claire fit de petits rituels pour s'ancrer, préparant du thé au lever du soleil, lisant sur son candle, fredonnant des berceuses en pliant les vêtements de bébé. Elle essaya de faire de cet appartement un endroit où son enfant pourrait se sentir en sécurité, même si elle ne l'était pas. Puis décembre arriva, et avec lui, la solitude s'épaissit. La ville dehors se transforma magnifiquement, les vitrines de la 5e avenue scintillant d'ornements, les foules illuminant l'arbre de Rockefeller en bas, des couples sirotant du chocolat chaud près de Central Park. Mais à l'intérieur de l'appartement, de froids courants d'air de distance émotionnelle couraient plus profondément que les vents d'hiver. Nathan passait ses nuits à des dîners de réseautage, rentrant à la maison avec l'odeur d'un parfum cher qui n'était pas le sien. Il commença à verrouiller son téléphone. Il changea ses mots de passe. Claire ne le confronta pas, non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle craignait que la vérité ne la brise complètement. Et puis vint la nuit où elle s'évanouit. Elle s'était tenue près de l'arbre de Noël, ajustant la petite étoile d'argent au sommet quand sa vision se brouilla. Le médecin l'avait averti du stress, de l'épuisement, l'avait averti que sa grossesse était considérée à haut risque après la perte précédente, mais elle était seule depuis des heures, ressentant la douleur familière derrière ses côtes, l'essoufflement qui venait avec la tension émotionnelle. Elle s'effondra silencieusement sur le tapis doux, des lumières clignotant au-dessus d'elle comme des étoiles lointaines. Quand elle se réveilla à l'hôpital, la ville semblait incroyablement lointaine. Et quand elle rentra à la maison, pas à pas le long du couloir, l'appartement qui l'avait autrefois intimidée l'énerva maintenant. Tout le marbre, tout le verre, tout le luxe soigneusement mis en scène, se sentit soudain comme la preuve d'une vie dont elle n'avait jamais vraiment fait partie. Ce n'était pas un foyer. Ce n'était pas la sécurité. Ce n'était pas l'amour. C'était un monument à l'ambition de Nathan, construit sur ses sacrifices. Et elle comprit finalement qu'elle n'avait pas sa place là, plus maintenant. Nathan Donovan avait perfectionné le genre de charme qui trompait presque tout le monde. Au premier coup d'œil, il était le genre d'homme que New York admirait. Costume élégant, ambition plus aiguisée, une démarche confiante à travers les bâtiments de verre sur Park Avenue. Il parlait avec juste assez d'humilité pour sembler ancré et juste assez d'arrogance pour être considéré comme un succès. Les gens ne le questionnaient pas. Ils l'enviaient. Mais Claire avait appris bien trop tard que le charme peut être un masque. Et Nathan portait le sien comme une armure. Bien avant l'affaire, il y avait des signes, de petits changements subtils qu'elle remarqua, mais qu'elle excusa parce qu'elle l'aimait. Il commença à corriger sa façon de parler lors des dîners, lui disant de paraître plus poli. Il critiqua ses vêtements pour être trop doux, sa musique pour être trop sentimentale, ses rêves pour être irréalistes. Claire pensait qu'il était stressé. Nathan savait exactement ce qu'il faisait. Il y avait une obscurité sous son ambition. Pas de violence, pas de cruauté au sens évident, mais un égoïsme tranquille et stratégique. Nathan était le genre d'homme qui n'explosait pas. Il calculait. Il ne se disputait pas. Il rejetait. Il ne mentait pas impulsivement. Il mentait avec un but. Et la plus grande manipulation de toutes était de convaincre Claire que tout ce qui n'allait pas dans leur mariage était de sa faute. Quand il rencontra Sienna Marlowe lors d'un gala de charité sur la 5e avenue, le monde que Nathan désirait, le monde des élites sociales, des équipes de marketing de luxe et des fées glamoureuses sur les toits, s'ouvrit comme une porte dorée. Sienna n'était pas seulement belle. Elle était l'incarnation de la vie qu'il convoitait. Elle s'intégrait sans effort dans les milieux haut de gamme où il se sentait en insécurité à côté de la douceur de Claire. Sienna avait une certaine hardiesse, le genre de femme qui sent le parfum de créateur et l'ambition, le genre de femme qui savait exactement comment transformer un sourire en arme. Nathan tomba vite, non pas parce que c'était de l'amour, mais parce que cela nourrissait la partie de lui qui se sentait toujours insuffisante. Avec Claire enceinte, vulnérable et silencieuse, le monde étincelant de Sienna devint enivrant.
Elle l'emmena à des avant-premières de mode privée, lui chuchota des louanges à l'oreille, le fit se sentir puissant. Elle lui dit qu'il était destiné à plus. Il aimait le son de cela. Alors, quand Sienna suggéra un voyage d'affaires de Noël à Los Angeles, Nathan n'hésita pas. Il mentit à Claire sans ciller. Il la laissa seule sans réfléchir. Il éteignit les notifications de son téléphone parce qu'il ne voulait pas que la culpabilité gâche son week-end à Beverly Hills. Et Sienna ne fit pas qu'encourager la distance. Elle l'orchestra. Elle savait que Claire existait. Elle s'en moquait. Parce que pour Sienna, Claire n'était pas une compétition. C'était un obstacle, et les obstacles étaient destinés à être supprimés. Nathan la laissa faire. Il permit à une autre femme de réécrire le récit de son mariage. Il laissa Sienna lui insuffler des doutes, lui disant que Claire était fragile, sans ambition, émotionnellement épuisante. Nathan absorba chaque mot, les transformant en excuses pour sa trahison. Et la veille de Noël, alors que Claire était effondrée sur le tapis de leur appartement, Nathan était dans une suite penthouse, riant autour de champagne, disant à Sienna qu'il avait besoin de clarté dans sa vie. Clarté, c'était le mot qu'il utilisait, au lieu de trahison. La vérité était plus simple. Nathan avait dépassé la version de lui-même que Claire aimait et n'avait aucune intention d'en devenir une meilleure. Mais le seul rebondissement qu'il n'avait jamais prévu était celui-ci. Sienna ne l'aimait pas non plus. Elle l'utilisait pour l'accès, le statut et les gros titres. Il ne l'avait juste pas encore découvert. Et quand il le ferait finalement, la chute serait catastrophique. Nathan Donovan n'était pas né cruel. C'était la partie qui rendait tout plus difficile à comprendre et bien plus dangereux. Il a grandi dans une maison exiguë en Ohio, fils d'un mécanicien et d'une serveuse, constamment rappelé que la vie n'était pas faite pour des gens comme lui. Il s'est promis qu'il s'échapperait, qu'un jour il traverserait les portes en verre de Park Avenue et que personne ne devinerait la vérité sur ses origines. Et à bien des égards, il s'est échappé. Il a bâti une carrière à force de crans et de nuits blanches, se frayant un chemin dans des pièces remplies de chaussures polies et de stylos Montblanc. Mais le succès n'a pas comblé le vide qu'il portait. Il n'a fait que le nourrir. Chaque réussite le rendait plus affamé. Chaque compliment le faisait en désirer plus. Et chaque signe de vulnérabilité chez les gens qui l'aimaient devenait quelque chose qu'il ressentait. La douceur de Claire, autrefois le sanctuaire où il retournait après de longues journées, est lentement devenue le miroir qu'il détestait affronter. Elle lui rappelait d'où il venait, qui il était vraiment derrière la coupe de cheveux chers et les costumes parfaitement ajustés. Et Nathan ne supportait pas de se sentir petit, surtout à côté d'une femme qui portait la tendresse comme une armure. Il voulait une vie qui scintille, une vie qui impressionne les gens qui l'avaient autrefois ignorée, une vie pour laquelle Claire n'était pas faite entra Sienna Marlowe. Elle est entrée dans son monde lors d'un gala d'entreprise comme si elle était sortie d'un panneau publicitaire de luxe, robe noire élégante, cheveux tirés en un nœud parfait, des yeux qui évaluaient tout le monde dans la pièce comme si elle en était déjà propriétaire. Elle n'a pas flirté avec Nathan au début. Elle l'a mesuré, l'a calculé. Elle a vu la faim en lui, l'insécurité sous l'extérieur poli, et elle a souri comme si elle savait déjà comment l'utiliser. Nathan est tombé vite, non pas par amour, mais parce que Sienna représentait la version de lui-même qu'il voulait devenir. Quand elle a chuchoté, « Tu es le seul homme véritable dans cette pièce », son ego a explosé. Quand elle lui a dit qu'il méritait une femme qui comprenait le pouvoir, il l'a cru. Et quand elle a suggéré qu'il méritait une escapade de Noël digne d'un homme comme lui, il n'a même pas hésité. Sienna l'a joué avec expertise. Elle lui a offert une admiration sur mesure en échange d'un accès. Accès à ses connexions d'entreprise, à son statut croissant, aux invitations qu'elle ne pouvait pas obtenir seule. Elle a tout appris sur lui, y compris les parties qu'il essayait de cacher. Sa honte concernant son enfance, sa peur de l'échec, son ressentiment envers la simplicité de Claire. Nathan a confondu la manipulation avec la passion,
L'affaire n'était pas une erreur. C'était un choix qu'il a fait à plusieurs reprises avec une pleine clarté. Alimenté par la croyance que Claire l'attendrait toujours à la maison, enceinte, pardonnante, loyale. Mais la partie la plus sombre de Nathan n'était pas la tromperie, c'était la justification. Il s'est convaincu que Claire était émotionnellement exigeante. Il s'est dit qu'elle ne soutenait pas sa carrière, même si elle avait sacrifié la sienne pour la sienne. Il a prétendu qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir, ce qui signifiait en réalité qu'il voulait la liberté sans conséquence. Sous tout cela, Nathan craignait une chose plus que de perdre Claire, être considéré comme ordinaire. Alors, il s'est caché derrière des mensonges, derrière de longs voyages d'affaires, derrière des écrans de téléphone verrouillés et des excuses concernant le stress. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sienna ne lui était pas fidèle non plus. Elle avait déjà enregistré des moments privés dans leur suite d'hôtels. Elle avait déjà dit à des amis qu'elle prévoyait de faire disparaître Claire de la photo et elle avait déjà jeté son dévolu sur quelqu'un de bien plus puissant que Nathan. Nathan croyait qu'il était en contrôle, mais il n'était qu'une autre pièce sur l'échiquier de Sienna. Et quand Claire a laissé cette boucle d'oreille en diamant sur la table, ce fut le premier coup d'un jeu que Nathan n'avait jamais réalisé avoir déjà perdu. Claire avait toujours su que certaines blessures se produisaient silencieusement en privé, derrière des portes closes. Mais celle qui la brisa, la trahison qui changea tout, ne resta pas cachée. Elle se déroula sous la lumière dure et impitoyable des espaces publics, où l'humiliation résonne plus fort que le chagrin. Cela commença une semaine avant Noël. Nathan rentra tard, sentant faiblement le parfum floral de Sienna, celui que Claire avait appris à reconnaître avant même de voir le flacon sur les étalages de la 5e avenue. Il marmonna des excuses comme toujours. Dîner de travail, verre avec des clients, réseautage. Claire voulait le croire, mais ses instincts, aiguisés par des mois de solitude, lui chuchotaient la vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Le véritable coup vint lorsqu'un collègue de Nathan envoya accidentellement à Claire un court SMS destiné à quelqu'un d'autre. « As-tu vu Nathan au Midtown Lounge hier soir? Incroyable qu'il ne le cache plus. » Claire fixa le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle répondit en tapant, les mains tremblantes, demandant ce qu'il voulait dire. Mais le collègue ne répondit jamais. Le silence fut une réponse suffisante. Pourtant, Claire se dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. La grossesse rendait les émotions imprévisibles. Le stress déformait la réalité. Du moins, c'est ce que Nathan lui disait depuis des mois. Mais alors vint le moment qui la dépouilla de toute illusion. Elle s'était forcée à assister seule à un rendez-vous prénatal plus tôt ce jour-là, endurant le rappel d'un médecin que sa tension artérielle était dangereusement instable. Sur le chemin du retour, elle décida de s'arrêter à un petit marché de Noël près du Rockefeller Center pour acheter un ornement fait main pour le bébé. Quelque chose de symbolique, quelque chose d'espoir. C'est là qu'elle les vit. Nathan et Sienna, non pas cachés dans un coin sombre, mais audacieux comme en plein jour, marchant côte à côte à travers la foule. Le bras de Sienna frôla celui de Nathan, sa tête penchée vers elle d'une manière qu'il n'avait pas faite avec Claire depuis des mois. Ils s'arrêtèrent près d'un vendeur de chocolat chaud. Sienna rit, lui touchant la manche, et Nathan se pencha comme si sa joie était la seule chaleur dont il avait besoin. Et le pire, les gens le remarquèrent. 2 adolescentes chuchotèrent. « N'est-il pas marié? » Un homme à proximité dit « On dirait que l'argent change les choses. » Quelqu'un leva un téléphone comme pour capturer une preuve. Claire figea, sa respiration se coupa. Son corps devint froid de l'intérieur. Elle serra son écharpe, essayant de se calmer, mais sa vision pulsait. L'humiliation n'était pas seulement émotionnelle, elle était physique, écrasante, suffocante. Nathan ne regarda même pas autour de lui. Il ne la sentit pas là. Il ne sentit pas le poids de ce qu'il avait fait. Il continua juste à marcher avec Sienna comme si la vie qu'il avait construite avec Claire n'existait plus. Claire recula dans la foule, heurtant des étrangers qui ne savaient pas que son monde s'effondrait. Les mains brouillèrent et les lumières des fêtes s'entraînaient blanches et dorées.
Quelqu'un demanda si elle allait bien. Elle hocha la tête, même si rien n'allait bien, ni son mariage, ni son cœur, ni la sécurité de son bébé. Le stress déclencha une douleur lancinante dans le bas de son abdomen. Elle s'agrippa à un lampadaire pour rester debout, respirant difficilement, priant pour que la douleur passe. Un vendeur accourut, lui offrant une chaise. Mais Claire secoua la tête. Elle ne voulait pas de la gentillesse des étrangers. Elle voulait son mari, l'homme qui la tenait autrefois pendant ces moments. Mais cet homme était parti. Plus tard cette nuit-là, elle confronta Nathan gentiment, lui demandant s'il avait été près de Rockefeller Center. Il nia tout, prétendit qu'elle imaginait des choses, la traita d'excessivement émotive, dit que la grossesse rendait les femmes dramatiques. Le gaslighting fit encore plus mal que la trahison. Ce fut à ce moment-là, debout seul dans l'appartement sombre, sa voix froide résonnant, que Claire réalisa quelque chose de dévastateur. Nathan n'était pas désolé. Il n'était pas en conflit. Il ne le cachait même plus. Il avait déjà choisi qui il voulait être, et ce n'était pas son mari. Claire avait toujours cru qu'elle pourrait tout endurer si elle restait calme, respirait profondément et se rappelait que son bébé avait besoin d'elle. Mais après la trahison de Rockefeller et le froid déni de Nathan, quelque chose en elle commença à se fracturer. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique. C'était un effilochage silencieux, fil par fil, tirant sur les morceaux qu'il avait tenus ensemble pendant des mois. Dans les jours précédant Noël, l'appartement se sentait différent, plus lourd, plus sombre, comme si les murs eux-mêmes faisaient écho à chaque mensonge que Nathan avait raconté. Claire se retrouva debout au milieu du salon à des heures impaires, la main sur son ventre, essayant de stabiliser un rythme cardiaque qui ne suivait plus aucun rythme qu'elle reconnaissait. Elle aurait dû appeler quelqu'un. Elle aurait dû tendre la main. Mais l'isolement était devenu sa routine et la honte la rendait silencieuse. Ses nuits étaient les pires. Elle restait éveillée sur le bord de leur lit king-size, écoutant les pas de Nathan alors qu'il se préparait pour un autre dîner de travail. Il ne se donnait plus la peine de baisser la voix lorsqu'il parlait à Sienna. Il ne cachait pas le ton qu'il utilisait, chaleureux, excité, vivant d'une manière que Claire n'avait pas entendue depuis des années. Chaque conversation étouffée était une autre épingle enfoncée plus profondément dans sa poitrine. Un soir après son départ, Claire s'autorisa enfin à pleurer. Non pas les larmes silencieuses qu'elle avait retenues, mais le genre de sanglot qui fait trembler tout le corps. Où elle se recroquevilla sur le sol froid de la salle de bain parce qu'elle ne voulait pas tacher les oreillers qu'ils avaient autrefois partagés de sa trahison. Son reflet dans le miroir l'effraya. Peau pâle, cerne, yeux gonflés, une femme disparaissante dans son propre chagrin. Elle murmura à son bébé « J'essaie vraiment », et les mots se brisèrent en quittant ses lèvres. Le lendemain matin, l'épuisement la frappa comme une vague. Elle entra dans la cuisine, versa de l'eau dans un verre et réalisa qu'elle n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours. Quand elle tendit la main vers le comptoir pour se stabiliser, ses mains glissèrent. Une douleur lui traversa le bras alors qu'elle amortissait la chute. Son rythme cardiaque s'accéléra, irrégulier et aigu. La pièce tourna. Elle connaissait les signes que son médecin l'avait averti que le stress pouvait déclencher des complications. Pourtant, elle se força à se redresser. Elle ne voulait pas que Nathan rentre et la voie ainsi. Elle ne voulait pas lui donner une autre excuse pour la traiter d'instable. Mais l'effondrement arrivait. Ce soir-là, alors que la neige commençait à tomber devant la fenêtre, Claire essaya d'installer le berceau du bébé. Elle voulait retrouver l'espoir. Elle voulait une chose dans cet appartement qui lui appartienne, à elle et à son enfant, et non à la vie creuse et organisée de Nathan. Mais au moment où elle souleva le petit matelas, une crampe aiguë lui déchira l'abdomen. Elle haleta, s'agrippant au bord du berceau. Une autre douleur suivit, plus forte, plus profonde. Sa respiration se raccourcit. La panique monta. Elle tâtonna pour son téléphone, composant Nathan, premier instinct, pas logique. Ça sonna 2 fois, puis il refusa l'appel, refusé.
Claire fixa l'écran à travers des yeux brouillés. Elle réessaya, directement sur la messagerie vocale encore. Rien. Son corps trembla, ses genoux cédèrent. Elle glissa sur le sol, serrant son ventre, priant pour ne pas perdre ce bébé aussi. Les lumières de l'appartement vacillèrent comme pour se moquer d'elle. Une autre douleur semblable à une contraction lui traversa le bas du dos, et elle cria. Finalement, elle rampa vers son sac à main, les mains tremblantes, et composa le seul autre numéro auquel elle pouvait penser. Dr. Warren Blake, Claire. Claire, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était calme, urgente. Je ne peux pas respirer. Quelque chose ne va pas. En quelques minutes, les ambulanciers étaient à sa porte. Alors qu'il la soulevait sur la civière, le regard de Claire dériva vers l'arbre de Noël. Les ornements scintillaient doucement, un rappel cruel de la vie qu'elle pensait avoir. Et alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, elle réalisa que ce n'était pas une dépression. C'était le moment où elle cessa officiellement d'être l'épouse de Nathan et commença à être une femme luttant pour sa propre survie. Alors que Claire était transportée d'urgence dans les couloirs de l'hôpital, enveloppée de peur et de lumière fluorescente, Nathan sirotait du champagne dans une suite de Beverly Hills où il n'avait rien à faire. Le contraste n'aurait pu être plus frappant, ni la trahison plus complète. La chambre d'hôtel elle-même ressemblait à une carte postale de luxe. Rideaux de velours, un balcon donnant sur des palmiers, enveloppés de lumière dorée de Noël, et un bar en marbre rempli de liqueurs de premier choix. Sienna avait choisi la suite intentionnellement. Tout en elle chuchotait la tentation et le pouvoir. Nathan, désireux de se sentir comme quelqu'un d'important, entra de plein pied dans l'illusion. Sienna s'affala sur le lit dans une robe de soie, ses longues jambes croisées, un verre de rosé en équilibre entre ses doigts. Elle regarda Nathan déballer sa valise. Un petit sourire jouait sur ses lèvres, pas affectueux, pas tendre, mais possessif, comme si elle évaluait un achat sur lequel elle n'avait pas encore entièrement décidé. « Tu as finalement éteint ton téléphone, dit-elle. »« Je ne veux aucune distraction, » répondit Nathan faiblement. Mais il y avait une lueur de culpabilité dans ses yeux. « Ta femme, taquina Sienna, ou ta conscience. » Nathan força un rire, mais il ne parvint pas tout à fait. Pourtant, il la laissa prendre son téléphone de sa main et le placer face contre terre sur le bord. Loin des yeux, loin du cœur, loin de la responsabilité. Quand Sienna l'embrassa, il se laissa engloutir par son parfum, aigu, floral, enivrant. Il sombra dans une version de lui-même qu'il préférait. L'homme qui gravissait les échelons de l'entreprise, qui réservait des suites de luxe, qui marchait aux côtés d'une femme admirée par tout le monde lors des fêtes sur les toits. Il ne pensa pas à la voix douce de Claire ou à la façon dont elle tenait son ventre quand elle riait. Il ne pensa pas au rendez-vous qu'il avait manqué ou aux promesses qu'il avait brisées. Mais la culpabilité a une façon de se glisser sous les portes verrouillées. Des heures plus tard, tandis que Sienna se blottissait contre lui, faisant défiler les nouvelles de la mode, l'esprit de Nathan s'égara. Claire aurait dû lui envoyer un message maintenant. Elle le faisait toujours. Elle lui rappelait de manger, de s'hydrater, de respirer, même quand il ne le méritait pas. Il tendit la main vers son téléphone. Sienna lui attrapa le poignet en jouant. « Ne gâche pas ce soir. Ce pourrait être important, » dit-il. « Ça ne l'est jamais, » répondit-elle, l'embrassant à nouveau. Et comme toujours, Nathan choisit la version de la réalité qui le faisait se sentir bien plutôt que celle qui le rendait responsable. Pendant ce temps, à 3 fuseaux horaires de là, Claire s'agrippait aux côtés de son lit de l'hôpital tandis que les moniteurs bipaient frénétiquement. Des infirmières pressaient des mains fraîches contre ses épaules. Un médecin l'exhortait à respirer. Stress, pic de tension artérielle, risque pour le bébé, mais Claire pouvait à peine les entendre. Elle se noyait dans la certitude que Nathan, son mari, ne répondait pas parce qu'il ne le voulait pas. L'univers, cependant, a un sens du timing impitoyable. Presque au moment exact où Claire cria de douleur, le téléphone de Nathan vibra là où il était posé sur le comptoir du bar. Une seule notification éclaira l'écran.
Alerte contact d'urgence. Patient Claire Donovan. Statut. Haute priorité. Mais Sienna fut plus rapide. Elle glissa le téléphone dans son sac à main sans regarder le message. « Tu n'en as pas besoin ce soir, » murmura-t-elle. Et Nathan, trop faible pour insister, la laissa faire. Des heures plus tard, ils se promenèrent main dans la main jusqu'au salon sur le toit de l'hôtel, riant sous les lumières scintillantes, tandis qu'un DJ mixait de la musique de Noël. Nathan se sentait léger, détaché, comme s'il était enfin entré dans la vie qu'il croyait mériter. Il ne vit pas le bracelet d'hôpital jeté au poignet de Claire. Il ne l'entendit pas chuchoter son nom à travers les larmes. Il ne savait pas qu'il avait manqué le moment où elle avait le plus besoin de lui. Il ne le saurait qu'à son retour à la maison. Et d'ici là, Claire serait déjà partie. Nathan arriva à New York juste après le lever du soleil le 26 décembre. Roulant sa valise dans l'appartement, avec le genre d'aisance insouciante que seul un homme sans conscience pouvait rassembler. La ville dehors se réveillait lentement. De pâles lumières d'hiver se répandaient sur les bâtiments. Des taxis ronronnaient en bas, le bourdonnement lointain de Manhattan revenant des vacances. À l'intérieur de l'appartement, cependant, quelque chose semblait ne pas aller au moment où il entra. L'air était trop immobile, trop propre, trop silencieux. Il laissa tomber ses clés sur la console et enleva son manteau, s'attendant à ce que Claire apparaisse du couloir, fatiguée, mais pardonnante, prête à accepter n'importe quel mensonge qu'il offrirait. Elle l'avait toujours fait, elle le ferait toujours. Du moins, c'est ce que Nathan croyait. Il s'avança plus loin à l'intérieur, appelant son nom une fois, puis de nouveau avec un soupçon d'irritation. « Claire, sérieusement, on fait le coup du traitement silencieux maintenant? » Mais il n'y eut aucune réponse. Les lumières de l'arbre de Noël clignotaient encore doucement, mais plusieurs ornements manquaient aux branches. Une couverture qu'elle utilisait souvent sur le canapé avait disparu. Le petit fauteuil à bascule qu'elle avait choisi pour le bébé n'était plus dans son coin. La poitrine de Nathan se serra alors qu'il balayait l'appartement du regard. Une étrange pression se forma dans son ventre. Pas de culpabilité, pas de chagrin, mais de la peur de perdre le contrôle. Puis il le vit. Sur la table basse en marbre se trouvait une petite boîte en velours quartier. Son pouls s'accéléra. Il la reconnut immédiatement. C'est là qu'il avait placé les boucles d'oreilles en diamant après leur premier dîner d'anniversaire. Claire les avait chéries plus que tout ce qu'il lui avait jamais donné. Mais maintenant, le couvercle était ouvert. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule boucle d'oreille. Juste une. Sa jumelle manquait, une fracture symbolique qui frappa Nathan avec une force qu'il ne comprenait pas encore. À côté de la boîte gisait une enveloppe, son nom écrit de la main élégante de Claire. Il tendit la main vers elle, mais quelque chose d'autre attira son regard d'abord. Un bracelet d'hôpital sur le sol près du canapé. Le nom de Claire. Veille de Noël, service des urgences. La pièce bascula. Nathan trébucha en arrière d'un pas, laissant tomber l'enveloppe. Il ramassa le bracelet avec des doigts tremblants, lisant les détails encore et encore. Son cerveau refusa de traiter la vérité. Claire avait été à l'hôpital la veille de Noël, seule, alors qu'il était dans une suite de luxe avec une autre femme. Pendant un moment, juste un moment, quelque chose d'humain vacilla en lui. Une fissure dans l'armure, un éclair de honte, un murmure de ce qu'il aurait dû être. Mais le moment passa rapidement, remplacé par une panique montante. Si Claire avait été à l'hôpital, où était-elle maintenant? Qui l'avait emmenée? Qui savait ce qui s'était passé? Et plus important encore, qu'est-ce que cela ferait à sa réputation si quelqu'un le découvrait? Finalement, avec des mains engourdies, il ouvrit la lettre. Les mots de Claire étaient calmes. Trop calmes. Elle n'accusait pas. Elle ne suppliait pas. Elle ne se disputait pas. Elle disait simplement la vérité. Elle l'avait vu avec Sienna. Elle avait compris le genre d'homme qu'il avait choisi de devenir. Elle s'était effondrée de stress la même nuit où il avait coupé son téléphone. La santé de leur bébé avait été compromise, et elle ne pouvait plus rester dans une maison construite sur l'humiliation.
La dernière ligne le frappa comme une lame. Je n'élèverai pas notre enfant dans un endroit où je suis invisible et morte. Nathan lut la phrase 3 fois, l'engourdissement se répandant dans ses membres comme de la glace. Elle était partie, vraiment partie. Et pour la première fois depuis qu'il avait commencé à mentir, il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas manipuler, charmer ou enterrer. La peur de tout perdre. Alors qu'il se tenait là, serrant la lettre, une froide réalité s'installa sur lui. Ce n'était pas seulement Claire qui partait, c'était le début des conséquences. Et Nathan Donovan n'avait jamais été bâti pour survivre aux conséquences. Claire ne quitta pas l'appartement à la hâte. Elle partit de la manière calme et délibérée de quelqu'un qui avait enfin atteint la limite de ce que son cœur pouvait endurer. Pas de porte qui claque, pas de confrontation dramatique, plus de larmes à verser, seulement une clarté lente et douloureuse guidant chacun de ses mouvements ce matin-là. Le médecin lui avait dit qu'elle avait besoin de repos, de calme et de sécurité. La maison de Nathan n'offrait plus rien de tout cela. Alors, elle s'assit au bord du lit seule, épuisée, portant toujours le bracelet d'hôpital, et fit un choix qu'elle n'avait jamais imaginé faire. Elle se sauverait, elle et son bébé, même si cela signifiait s'éloigner de la vie qu'elle avait si durement lutté pour protéger. Elle traversa l'appartement méthodiquement, ne ramassant que ce dont elle avait besoin, pas des vêtements ou des bijoux. Ceux-ci n'avaient plus de sens maintenant. Elle emballa les photos d'échographie du bébé, une couverture douce que sa mère avait tricotée des années auparavant. Ses vitamines prénatales, ses documents et son Kindle glissaient entre eux comme un rappel silencieux qu'elle avait encore un esprit, une voix, un avenir. Quand elle ouvrit le placard, ses yeux balayèrent les rangées de robes que Nathan voulait qu'elle porte. Structurées, chères, inconfortables. Elle n'en prit pas une seule. Au lieu de cela, elle attrapa le pull trop grand qu'elle possédait bien avant que Nathan n'entre dans sa vie. Il sentait comme la maison. Il sentait comme elle. Ensuite, elle se dirigea vers le coin de la chambre d'enfant. Nathan se référait toujours à cela comme l'espace, pas la chambre du bébé, pas l'avenir de notre enfant, juste une autre section de son monde organisé et immaculé. Claire toucha le petit hochet en bois qu'elle avait acheté à une foire de rue. La première chose qu'elle avait achetée après avoir appris qu'elle était enceinte. C'était simple, fait main, imparfait, tout ce que Nathan détestait. Elle le glissa dans son sac. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle débrancha la lampe en forme de lune. Elle l'avait acheté après avoir perdu leur première grossesse, se promettant que le prochain bébé dormirait sous une douce lueur, jamais dans l'obscurité. Elle la garda aussi. Mais au moment où elle prit le coussin du petit fauteuil à bascule, celui sur lequel elle prévoyait de s'asseoir en lisant des histoires du Doswaran, ses genoux s'affaiblirent. Elle s'enfonça sur le sol, la main sur son ventre, murmurant « Nous partons, je te le promets, nous partons ». Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Dehors, l'appartement, le couloir semblait plus froid que d'habitude. La ville bourdonnait en dessous, indifférente au chagrin silencieux qui se déroulait 12 étages au-dessus. Claire appuya sur le bouton de l'ascenseur, priant pour ne pas croiser un voisin qui pourrait lui poser des questions sur Nathan ou sur Noël ou sur quoi que ce soit qui briserait son fragile sang-froid. L'ascenseur tinta, vide, Dieu merci. Elle entra fixant son reflet dans les murs métalliques, peau pâle, yeux gonflés. Mais sous l'épuisement, quelque chose de nouveau vacillait, de la détermination. Un léger et tremblant début de force. Lorsque les portes s'ouvrirent dans le hall, le portier leva les yeux avec surprise. « Madame Donovan, vous sortez tôt aujourd'hui. » Il lui fallut toute sa force pour ne pas s'effondrer devant le titre qu'elle ne porterait bientôt plus. « Je sors juste un moment, » parvint-elle à dire, forçant un petit sourire. Il hocha la tête poliment, ignorant qu'il était témoin de son évasion. Dehors, le vent d'hiver lui coupait les joues, mais cela lui semblait purifiant, réel.
Elle resserra son écharpe et s'engagea sur le trottoir où d'innombrables étrangers se pressèrent, chacun portant ses propres secrets, ses propres luttes. Claire n'était qu'une d'entre eux, mais maintenant une autre femme essayant de recommencer. Au coin, une Toyota grise familière s'arrêta. Marcia, sa voisine et alliée inattendue, se pencha par le siège passager. « Monte, ma chérie, » dit Marcia gentiment. « Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. » Claire expira en tremblant, la première respiration qui ne fit pas mal depuis des semaines, et ouvrit la porte. Alors que la voiture s'éloignait, elle leva les yeux vers les fenêtres de l'appartement, froides, lointaines, rétrécissant derrière elle. Elle ne courait pas, elle ne se cachait pas. Elle quittait une vie bâtie sur des mensonges et s'engageait vers la première vérité qu'elle avait choisie pour elle-même depuis très longtemps. Claire n'écrivit pas la lettre en colère. Elle ne l'écrivit pas non plus à la hâte. Les mots vinrent lentement, aussi réguliers que sa respiration, quand elle se força à rester calme, assise à la petite table en bois dans l'appartement faiblement éclairé, tandis que l'aube rampait sur la skyline de Manhattan. Sa main trembla en prenant le stylo, mais sa détermination ne trembla plus. Où elle commença par le nom de Nathan, juste son nom. Le voir sur la page lui envoya un frisson, non pas d'amour ou de désir, mais de reconnaissance. C'était l'homme qu'elle avait épousé, et c'était aussi l'homme qu'elle quittait. Les premières phrases furent une simulation, un aveu que quelque chose s'était brisé et qu'elle ne pouvait plus prétendre qu'ils étaient entiers. Elle ne mentionna pas Sienna par son nom. Elle n'en avait pas besoin. La trahison qu'elle avait vue près du Rockefeller Center s'était gravée dans sa mémoire assez profondément pour qu'aucune encre ne puisse la capturer pleinement. Mais Claire n'écrivait pas pour le punir. Elle écrivait pour se libérer. Sa plume se déplaça sur la page. « Je t'ai vu. J'ai vu qui tu as choisi d'être. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. » Elle fit une pause, la main posée sur son ventre, sentant un léger mouvement sous sa paume. Pour la première fois depuis l'hôpital, elle ressentit un étrange calme, non pas parce que les choses allaient mieux, mais parce qu'elle faisait enfin quelque chose de courageux. Elle continua à décrire la nuit où elle s'était effondrée. L'ambulance, les moniteurs qui bipaient, comment elle avait chuchoté son nom à travers les larmes alors qu'il ignorait appel après appel. Elle n'exagéra pas. Elle ne dramatisa pas. Elle raconta simplement la vérité. Une vérité qu'elle avait portée seule. Puis vint la ligne qu'elle put à peine se résoudre à écrire. « Je ne pars pas pour te faire du mal, je pars parce que rester me détruit. » Elle s'essuya les yeux, respira profondément et se força à continuer. Elle écrivit à propos de leur premier appartement à Brooklyn. Le piano qu'elle avait cessé de jouer, les rêves qu'elle avait enterrés pour faire de la place aux siens. Elle avoua qu'elle l'avait aimé de tout son être, mais qu'elle ne pouvait pas élever un enfant dans une maison où elle se sentait invisible. Et puis, doucement, elle écrivit quelque chose qu'elle savait le blesserait plus profondément que la colère ne le ferait jamais. « J'espère qu'un jour tu deviendras l'homme que tu prétends être. » Quand elle eut fini, la lettre remplissait 2 pages, son écriture légèrement irrégulière, mais ferme. Elle la plia soigneusement, la glissa dans une enveloppe et la plaça sur la table basse. Puis elle ouvrit la boîte Cartier et regarda les boucles d'oreilles, le symbole d'un amour qu'elle avait cru éternel. Elle prit une boucle d'oreille et la glissa dans son sac. L'autre, elle la posa à côté de la lettre, une paire assortie, maintenant séparés tout comme eux. Avant de partir, Claire traversa une dernière fois l'appartement. Ses doigts effleurèrent le bord du comptoir de la cuisine, le dossier du canapé, la porte fermée de la chambre d'enfant. Elle voulait ressentir quelque chose. Nostalgie, chagrin, doute. Mais tout ce qu'elle ressentait était une douleur sourde et, en dessous, une force montante. Dans le couloir, elle s'arrêta, s'appuyant légèrement contre le mur tandis qu'une contraction de peur, non de douleur, se serrait en elle. Partir signifiait qu'elle était vraiment seule maintenant. Sans filet de sécurité, sans famille,
sans argent qu'elle contrôlait. Mais rester signifiait se perdre pour toujours. Eh bien, elle se choisit. Elle entra dans l'ascenseur, serrant le sac qui contenait ses essentiels et la seule boucle d'oreille en diamant. Alors que la porte se refermait, elle murmura « Nous sommes libres », dirigeant les mots vers l'enfant en elle. À l'étage, dans l'appartement vide qu'elle avait laissé derrière elle, la douce lueur de l'arbre de Noël vacillait sur la table, illuminant la lettre. Un adieu silencieux, un jugement silencieux, un début silencieux d'une vie que Nathan ne s'attendait jamais à ce qu'elle revendique. Nathan resta figé au milieu du salon, la lettre d'adieu tremblant dans sa main, le bracelet d'hôpital gisant sur le sol comme une vérité rejetée qu'il ne pouvait plus ignorer. Pour un homme qui avait bâti toute sa vie sur le contrôle des résultats, le contrôle de la perception, le contrôle de Claire, ce moment le frappa avec une force qu'il n'avait jamais ressentie. Claire était partie, et pour la première fois, le silence qu'elle laissait derrière elle lui sembla assourdissant. Il relut la lettre, chaque ligne coupant plus profondément. La clarté, le courage, le calme qu'elle dégageait. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas supplié, elle était simplement partie. Cela le terrifiait plus que n'importe quelle confrontation. Nathan saisit son téléphone et composa son numéro. Directement sur la messagerie vocale, il réessaya. Messagerie vocale, il lui envoya un message. « Où es-tu, Claire? Réponds-moi. Nous devons parler. » Pas de réponse. Il sentit l'irritation monter. La même irritation qu'il utilisait toujours pour cacher la culpabilité. Mais cette fois, l'irritation ne suffisait pas à noyer l'appréhension rampante. Quelque chose lui était arrivé. Quelque chose de grave. Pour la première fois, il se demanda si Claire était partie à cause de lui ou parce qu'elle ne pouvait physiquement pas rester. Il fit défiler ses appels récents. Pas d'appels manqués, pas de messages. Puis il se souvint. Sienna avait pris son téléphone cette nuit-là. Elle avait caché les notifications. Elle avait tout fait taire. Une froide réalisation lui parcourut l'échine. Il avait peut-être ignoré l'urgence de Claire. Il frappa son poing sur le comptoir. Le son résonna dans l'appartement vide comme un coup de semonce. Il appela Sienna. Elle répondit de son ton sensuel habituel. « Déjà rentré? Je te manque. »« Où est mon téléphone? » aboya-t-il. « Dans mon sac à main. Pourquoi? » La poitrine de Nathan se serra. « As-tu vu des messages de Claire? Des alertes d'hôpital? » Sienna marqua une pause, puis soupira dramatiquement. « Nathan, ne sois pas dramatique. C'est Noël. Les hôpitaux envoient des alertes pour n'importe quoi ces jours-ci. »« Dis-moi ce que tu as vu, » grogna-t-il. Sa voix s'aiguisa. « Tu réagis de manière excessive. C'est exactement pourquoi j'ai dit qu'elle te manipulait émotionnellement. » Il lui raccrocha au nez. Il ne réfléchit même pas. Il courut hors de la porte, dans le couloir, dans l'ascenseur, sur le trottoir où il élit le premier taxi qu'il vit. Hôpital presbytérien de New York. Vite. Pendant le trajet, son esprit tourbillonnait. Claire avait été si pâle avant Noël. Elle s'était évanouie une fois. Il se souvint l'avoir balayée du revers de la main, lui disant de mieux manger, de mieux dormir, d'arrêter de s'inquiéter autant. Il se souvint de sa voix tremblante, lui demandant de rentrer tôt un soir. Il l'avait ignorée. Il se souvint qu'elle l'avait appelé 3 fois pendant un dîner avec Sienna. Il avait coupé le téléphone. La vérité le frappa avec une clarté brutale. Il ne l'avait pas seulement trahi émotionnellement, il l'avait trahi physiquement. Quand il arriva à l'hôpital, il se précipita au bureau d'accueil. « Ma femme, Claire Donovan, elle a été admise la veille de Noël. » L'infirmière tapa calmement, ignorant que son monde s'effondrait. « Oui, elle a été vue. Hypertension artérielle et complications liées au stress. »« Où est-elle maintenant? » demanda-t-il, se penchant en avant. L'infirmière leva les yeux. « Elle est sortie le lendemain matin. »« Sortie pour aller où? »« Je suis désolé, monsieur. Elle n'a pas indiqué de destination. Elle a été renvoyée avec quelqu'un. Quelqu'un d'autre s'était occupé de Claire quand lui ne l'avait pas fait. »
Nathan trébucha en arrière du comptoir, la pièce tourbillonnant. Il imagina Claire en chemise de hôpital, pleurant, l'appelant, le suppliant de décrocher pendant qu'il était allongé dans un lit d'hôtel avec une autre femme. Pour la première fois depuis des années, Nathan ressentit quelque chose d'inhabituel et de malvenu. L'impuissance. Alors qu'il sortait de l'hôpital dans l'air glacial, une vérité résonnait plus fort que les cloches de Noël qui sonnaient faiblement au loin. Si Claire avait survécu à cela sans lui, Sommel n'avait plus besoin de lui du tout. Et cela le terrifiait car au fond de lui, Nathan savait. Il avait finalement repoussé la seule personne qu'il avait jamais aimée sans condition. Nathan avait toujours cru qu'il pouvait déjouer n'importe quelle crise, professionnellement, socialement, émotionnellement. Il avait bâti toute sa carrière sur la résolution de problèmes avant que quiconque ne les remarque. Mais cette fois, la crise était celle qu'il avait créée et elle était déjà bien au-delà de son contrôle. Le matin, après avoir découvert que Claire était partie, il dormit à peine. Il arpentait l'appartement comme un homme piégé dans sa propre vie, rejouant chaque erreur, chaque appel ignoré, chaque moment où il avait choisi Sienna plutôt que la femme qui avait été son ancre. L'appartement lui semblait plus froid maintenant. Même les lumières de Noël clignotaient comme si elles le jugeaient. Il rappela Claire. Messagerie vocale. Il appela son médecin. « Je suis désolé, Monsieur Donovan. Confidentialité médicale. » Il appela son ancienne école. Elle n'a pas travaillé ici depuis des mois. « Et si nous tournons et quoi? » Il appela même Marcia, la voisine qu'il avait à peine reconnue auparavant. Elle décrocha, le silence emplissant la ligne. « Nathan, dit-elle finalement d'une voix raide. « Pourquoi m'appelez-vous? »« J'ai besoin de savoir si vous avez vu Claire, répondit-il, essayant de garder sa voix stable. Elle a quitté la maison, l'hôpital. Je sais où elle est, coupa Marcia sèchement, et elle ne veut pas que je vous le dise. Il sentit le sol s'effondrer sous lui. Elle pourrait être en danger. Elle a besoin de moi. Non, claqua Marcia. Elle avait besoin de vous il y a des mois. Elle avait besoin de vous la semaine dernière. Elle avait besoin de vous la veille de Noël quand elle s'est effondrée et vous a supplié de répondre au téléphone. Elle n'a pas besoin de vous maintenant. La ligne se coupa. Nathan resta figé, le téléphone pressé contre son oreille longtemps après la fin de l'appel. La vérité était inévitable maintenant. Claire ne se cachait pas seulement. Elle était protégée par des gens qui l'avaient négligée, par une communauté dont il ne s'était jamais soucié de faire partie. Il avait toujours vu Claire comme quelqu'un de fragile, dépendant de lui. Il avait tort. Elle avait bâti une vie en dehors de lui, silencieuse mais réelle, et maintenant elle s'appuyait sur cette vie au lieu de lui. Sa panique s'accentua. Pourtant, Nathan n'était pas prêt à abandonner le contrôle. Il marcha au bureau, les cheveux ébouriffés, la chemise froissée, déterminé à se noyer dans la seule arène qu'il croyait encore pouvoir gérer, le travail. Mais même là, les conséquences l'attendaient. Son assistante, Jenna, évita son regard lorsqu'il entra. Des collègues chuchotèrent. 2 associés interrompirent leur conversation au moment où il passa. Il sentit la tension instantanément. Finalement, Jenna l'approcha. « Monsieur Steele veut vous voir. » Graham Steele, le PDG, un homme avec du pouvoir, de l'influence, avec la capacité d'effacer ou d'élever des carrières. Nathan entra dans le bureau d'angle, essayant de paraître calme. Graham leva les yeux d'un rapport, son expression illisible. « Des vacances difficiles? » demanda Graham. Nathan força un rire. « Quelque chose comme ça. » Graham tapota quelques papiers sur son bureau. « J'ai reçu des informations préoccupantes. Une source de relations publiques a contacté l'entreprise. Quelqu'un a divulgué des photos de vous et d'une femme à l'hôtel Beverly Hills. » Le cœur de Nathan s'arrêta. C'est un malentendu. « Est-ce le cas? » demanda Graham calmement. « Parce que le conseil d'administration est nerveux. Vous êtes considéré pour le poste de vice-président le trimestre prochain. Une liaison, surtout pendant la grossesse à haut risque de votre femme, nous affecte négativement. » Nathan déglutit difficilement. « S'il vous plaît,
Donnez-moi juste le temps de régler ça. Graham se pencha en avant. Régler quoi, Nathan? Le scandale ou votre mariage? Pour la première fois, Nathan n'eut pas de réponse. Graham soupira. Prenez un congé sabbatique, avec effet immédiat. Ce n'était pas une suggestion. C'était une chute lente et humiliante. Nathan quitta le bureau, engourdi. Tout ce qu'il avait bâti s'échappait. Sa carrière, son image, son mariage. Et alors qu'il s'engageait sur Park Avenue, avec les bus qui rugissaient et les foules de vacanciers qui le frôlaient, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. Petit, insignifiant, indésirable, et quelque part à travers la ville, Claire, épuisée, en voie de guérison, cachée, prenait sa première bouffée de paix sans lui. Sa disparition n'était pas un accident. C'était son premier acte de liberté. L'appartement où Marsha amena Claire n'était pas glamour. Il n'était ni poli, ni spacieux, ni rempli d'un décor soigné comme celui de l'Upper East Side. C'était une modeste location de 2 chambres à Queens, avec de la peinture écaillée sur les cadres de fenêtres et une légère odeur de vieux café et de lessive. Mais lorsque Claire entra, s'appuyant sur le bras de Marsha pour garder l'équilibre, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La sécurité. C'était le premier endroit qui ne portait pas les attentes de Nathan, le jugement de Nathan, l'ombre de Nathan. Marsha la guida vers le canapé. « Assieds-toi, je vais te chercher quelque chose de chaud. » Claire hocha faiblement la tête, l'épuisement s'installant profondément dans ses os. Les coussins du canapé s'enfoncèrent sous son poids, mais au lieu de l'inconfort, elle ressentit un soulagement. La pièce bourdonnait doucement avec le vieux radiateur qui tic-tac, le bruit lointain des bus qui passaient dehors et les rires étouffés des voisins. La vraie vie, la vie ordinaire. Une vie qu'elle avait vécue autrefois, avant que l'ambition et la tromperie ne dévorent son mariage tout entier. Marsha revint avec une tasse de tisane à la camomille. « Tu es en sécurité ici, ma chérie. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Cette phrase seule faillit faire pleurer Claire. Personne ne lui avait dit qu'elle était en sécurité depuis longtemps. Au cours des heures suivantes, Claire dormit, vraiment dormit, pour la première fois depuis l'hôpital. Quand elle se réveilla, elle trouva la lumière du soleil se déversant sur les planchers en bois, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air. Elle entendit Marsha fredonner dans la cuisine. Elle sentit son bébé bouger doucement sous ses côtes. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas seule. Dans l'après-midi, Claire se força à s'asseoir et à déballer les quelques affaires qu'elle avait apportées. Les photos d'échographie, le hochet, la couverture, son Kindle. Chaque objet lui semblait une part de son identité, une vie qu'elle reconstruisait à main nue et le cœur tremblant. Mais avec le calme vint la peur. Que ferait-elle maintenant? Comment subviendrait-elle à ses besoins? Où irait-elle après l'arrivée du bébé? Et si Nathan la trouvait? Rien que la pensée la fit picoter d'anxiété. Comme si elle sentait la spirale, Marsha passa la tête par la porte. « Tu es partante pour un peu de compagnie? » Claire hocha la tête. Marsha entra, portant un petit plateau avec de la soupe et des crackers. « Mange, ensuite on parle. » Claire obéit. À mi-chemin, Marsha s'assit en face d'elle, les mains doucement croisées. « Je sais que tu as peur. N'importe qui le serait, mais tu n'es pas seule, Claire. Tu m'as, et bientôt tu auras plus d'aide. » Claire fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? »« Quelqu'un a essayé de te contacter, » dit Marsha. « Pas Nathan. Quelqu'un qui vaut la peine d'être écouté. » Avant que Claire ne puisse répondre, Marsha sortit une carte de sa poche et la posa sur la table. Un nom qu'elle reconnut instantanément. Dr. Warren Blake, son ancien élève, sa bouée de sauvetage récente, l'homme dont elle s'était raccrochée à la voir en s'effondrant sur le sol de son salon. « Il est passé hier te chercher, » continua Marsha. « Il voulait s'assurer que tu étais en sécurité. Il a dit qu'il t'aiderait de toutes les manières possibles. » Claire sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pas romantique,
Pas encore, mais ancrante. Quelqu'un se souciait. Quelqu'un était là. Quelqu'un l'avait choisi sans obligation. Marsha lui serra la main. Tu es en train de te reconstruire, ma chérie. Tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin maintenant. Tu as juste besoin de faire le pas suivant. Cette nuit-là, Claire s'assit près de la fenêtre, enveloppée dans la couverture tricotée, regardant les lumières scintiller sur Queens. Elle pressa une main sur son ventre. « Nous allons bien, » murmura-t-elle. « Nous allons enfin bien. » Pour la première fois, elle le crut. Elle n'était pas Claire Donovan, la femme oubliée. Elle n'était pas la femme qui mendiait l'attention. Elle était une mère, une survivante, une femme recommençant. À travers la ville, le monde de Nathan s'écroulait. Mais ici, dans ce petit appartement imparfait, le monde de Claire commençait enfin à guérir. 2 jours après s'être installée dans l'appartement de Marsha, Claire se sentit assez forte pour faire de courtes promenades à l'intérieur du bâtiment. Elle se déplaçait lentement dans le couloir, la main sur son ventre, se sentant davantage elle-même à chaque heure qui passait. Son corps guérissait, mais son esprit, étonnamment, guérissait plus vite. Elle n'était pas encore entière, loin de là, mais elle ne se brisait plus non plus. Un après-midi, alors qu'elle se reposait sur le canapé avec une tasse de thé au gingembre chaud, Marsha apparut dans l'embrasure de la porte, tenant son téléphone. « Ma chérie, » dit Marsha, d'une voix prudente, « le Dr. Blake est en bas. Il veut vous parler. Seulement si vous êtes prête. » Claire figea. Son premier instinct fut la peur. La peur d'être jugée. La peur d'être vue. La peur de faire face à quelqu'un qui l'avait vue à son plus faible. Mais ensuite, elle se rappela. Warren avait été la seule voix calme qu'elle avait entendue quand tout s'effondrait. « Laissez-le entrer, » murmura Claire. Un instant plus tard, Warren entra dans l'appartement. Il ne portait pas sa blouse blanche, juste un simple pull bleu marine et un jean, mais il dégageait la même chaleur constante dont elle se souvenait de l'hôpital. Ses yeux s'adoucirent au moment où il se posait sur elle. « Claire, » dit-il gentiment, « je me suis inquiété. » Elle tenta un sourire. « Je vais bien, mieux qu'avant. » Il s'assit en face d'elle, se penchant en avant. « La nuit où vous avez appelé, vous m'avez fait peur. Vous étiez en détresse, seul, et je n'ai pas pu obtenir d'informations après votre sortie de l'hôpital. J'avais besoin de savoir que vous étiez en sécurité. » Claire baissa les yeux. « Je ne voulais pas vous déranger. » « Vous n'étiez pas un dérangement, » dit-il fermement. « Vous étiez quelqu'un qui avait besoin d'aide, Claire. » La sincérité de sa voix était presque désarmante. Claire sentit sa gorge se serrer. Pendant des mois, elle s'était sentie jetable, invisible, insignifiante. La négligence de Nathan lui avait appris à se rabaisser. Pourtant, voici quelqu'un qui la faisait se sentir vue sans rien demander en retour. Warren s'éclaircit la gorge et posa un dossier sur la table. « Je ne suis pas venu les mains vides. Je voulais vous montrer quelque chose. » Les sourcils de Claire se froncèrent en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des brochures et un projet de proposition d'un programme éducatif financé par la ville, axé sur l'intégration de la musicothérapie dans les écoles publiques. « Je dirige la division bien-être, » expliqua Warren. « Nous avons essayé de trouver quelqu'un ayant à la fois une formation musicale et une expérience en classe pour aider à concevoir le programme. » Claire cligna des yeux. « Vous voulez moi? J'ai besoin de vous, » corrigea-t-il doucement. « Votre expérience est rare. Votre empathie est rare. Et après ce que vous avez traversé, je pense que vous méritez quelque chose qui vous permette de vous reconstruire, pas seulement de survivre. » Claire ne put parler un instant. L'idée d'avoir une direction, un but, lui semblait d'une bouée de sauvetage, quelque chose qu'elle craignait d'avoir perdu pour toujours. Mais le doute s'insinua. « Et si Nathan? » Warren secoua la tête. « Cela n'a rien à voir avec lui. C'est votre opportunité, votre talent, votre nom. » Il hésita, puis ajouta d'une voix plus calme. « Ne laissez pas l'homme qui vous a brisé décider ce que vous avez le droit de devenir. » Marsha, qui faisait semblant de ne pas écouter près de la cuisine,
hocha la tête en signe d'approbation derrière lui. Claire expira lentement. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'Upper East Side, elle sentit quelque chose s'épanouir dans sa poitrine. La possibilité. « Laissez-moi y réfléchir, » murmura-t-elle. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin, » répondit Warren. « Mais sachez ceci, votre vie ne se termine pas avec ce qui s'est passé. Elle commence après. » En partant, il s'arrêta à la porte. « Et Claire, je suis fier de vous plus que vous ne le savez. » Après son départ, Claire s'assit tranquillement, passant ses doigts le long des bords de la proposition. Son bébé donna un petit coup de pied, comme s'il approuvait les paroles de Warren. Une porte s'était ouverte. Pas le passé, pas la version d'elle-même construite pour Nathan. Une nouvelle porte, une porte qu'elle avait la force de franchir. Et pour la première fois, Claire ressentit quelque chose proche de l'espoir. Nathan Donovan avait toujours cru que les conséquences étaient pour les autres. Les hommes qui n'étaient pas assez intelligents, assez riches ou assez stratégiques pour rester en tête. Mais la semaine après la disparition de Claire, son illusion d'invincibilité commença à s'effriter pièce par pièce, commençant là où cela le blessait le plus, sa carrière. Il arriva au bureau sur Park Avenue avec une confiance forcée, portant son costume anthracite le plus élégant, espérant que le pouvoir de la présentation masquerait le chaos sous-jacent. Mais au moment où il franchit les portes vitrées, il le sentit. Le changement, les gens chuchotant, le regardant avec un mélange étrange de curiosité et de jugement. Ce n'était pas subtil, ce n'était pas silencieux. Et Nathan détestait ne pas contrôler le récit. Dans l'ascenseur, 2 analystes s'arrêtèrent de parler dès qu'il entra. L'un d'eux tenait le New York Ledger, le plus grand journal à potins d'affaires de la ville. Nathan n'y pensa pas beaucoup jusqu'à ce qu'il aperçoive le titre de la première page reflété dans le panneau métallique. Scandale sur Park Avenue, un cadre supérieur en vacances avec une directrice des relations publiques pendant que sa femme est hospitalisée. La photo en dessous lui tordit l'estomac. Il était là sur le balcon de l'hôtel à Beverly Hills, Sienna l'embrassant sur le cou. Nathan arracha presque le journal des mains de l'analyste. Au lieu de cela, il redressa sa veste et sortit comme si rien ne l'affectait, bien que son pouls rugisse dans ses oreilles. À l'intérieur de son bureau, un email des RH l'attendait. Il hésita, redoutant son contenu, mais l'ouvrit quand même. Examen par le conseil d'administration, présence immédiate requise. Une convocation, un signal d'alarme corporatif, son avenir s'effondrant avec une efficacité glaçante. Avant qu'il ne puisse le traiter, le téléphone de son bureau sonna. C'était Graham Steele. Salle de conférence, maintenant. Nathan déglutit difficilement et descendit le couloir. Quand il entra, la pièce était faiblement éclairée, les stores à moitié baissés. Graham était assis au bout de la table avec un dossier devant lui. « Asseyez-vous » dit Graham. Nathan obéit. Graham ouvrit le dossier. Photos, dates, factures d'hôtel, captures d'écran de publication sur les réseaux sociaux que Sienna avait téléchargées puis supprimées. C'était toute la preuve d'une liaison que Nathan pensait avoir gardée secrète. « Ce n'est pas seulement personnel, Nathan, » dit Graham calmement. « Cela affecte l'entreprise. Les investisseurs appellent. Le conseil d'administration remet en question votre jugement et franchement, moi aussi. » Nathan serra la mâchoire. « C'est exagéré. » Les yeux de Graham durcirent. « Votre femme a été hospitalisée la veille de Noël. » Nathan figea. « Vous savez... » « Je sais parce que quelqu'un a transmis le journal des contacts d'urgence au RH, » répondit Graham. « Une source anonyme. » Le sang de Nathan se glaça. Sienna. Bien sûr, c'était Sienna. Graham se pencha en arrière, la déception gravée sur chaque ligne de son visage. « Je vous mets en congé indéfini, avec effet immédiat. Si l'enquête s'aggrave, le conseil pourrait vous demander de démissionner définitivement. » Nathan sentit les murs se refermer. « Graham, je peux arranger ça. Donnez-moi juste du temps. » « Vous avez déjà eu du temps, »
répondit Graham doucement. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est de responsabilité. Nathan sortit de la pièce, un mélange d'humiliation et de rage bouillonnant sous sa peau. Il n'alla pas à son bureau. Il ne parla à personne. Il sortit simplement du bâtiment, ignorant les lumières de Noël, scintillant de manière moqueuse sur Park Avenue. Dehors, il composa le numéro de Sienna. Elle répondit d'un air enjoué. « Hey, Nathan, qu'est-ce que tu as fait? » cracha-t-il. Son ton changea instantanément. « Excusez-moi, vous avez fait fuiter les photos. Vous avez toutes fait fuiter. » Sienna ricana. « S'il vous plaît, ne vous flattez pas. Votre chute était inévitable. Je l'ai juste accélérée. » La prise de Nathan se resserra sur le téléphone. « J'aurais dû savoir que vous m'utilisiez. »« Bien sûr que oui, dit-elle sans détour. Mais ne vous inquiétez pas, chérie. Vous m'utilisiez aussi. Nous voulions juste des prises différentes. » Elle raccrocha. Nathan fixa son reflet dans une vitrine de magasin, échevelé, secoué, dépouillé de la confiance qu'il avait portée. Sa carrière s'effondrait. Sa maîtresse l'avait trahi. Sa femme était partie et pour la première fois, Nathan réalisa qu'il était seul. Vraiment, terriblement seul. Les contractions de Claire commencèrent un jeudi soir tranquille, 2 semaines plus tôt que prévu. Elle était assise sur le vieux canapé de l'appartement de Marcia, lisant la proposition de musicothérapie que Warren lui avait donnée quand une douleur aiguë et déchirante lui saisit l'abdomen. Au début, elle essaya de respirer. Fausse alerte, se dit-elle, stress, épuisement. Mais quand la deuxième vague frappa, plus forte, plus aiguë, la faisant serrer la coudoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, elle sut que ce n'était pas un exercice. « Marcia !» cria-t-elle, la voix tremblante. En quelques secondes, Marcia se précipita dans la pièce, les yeux écarquillés en voyant la posture de Claire, sa respiration laborieuse, la peur gravée sur son visage. « C'est l'heure, dit Marcia, atteignant déjà son manteau et le sac d'hôpital qu'elles avaient préparé au cas où. « Ma chérie, c'est vraiment l'heure. » Le cœur de Claire battait la chamade alors que Marcia la guidait vers la porte. Elle attrapa son sac avec les essentiels, la couverture de bébé, le hochet et la seule boucle d'oreille en diamant qu'elle gardait, non pas comme un souvenir de Nathan, mais comme un rappel du moment où elle s'était choisie elle-même. Elles descendirent lentement les escaliers, chaque pas envoyant un nouveau pic de douleur irradiant dans le bas de son dos. Au moment où elles atteignirent la rue, Claire pouvait à peine se tenir debout. Un taxi freina bruyamment devant elle et Marcia l'aida à entrer, criant l'adresse de l'hôpital avec urgence. À l'hôpital, tout se brouilla. Des infirmières la précipitèrent dans une salle d'accouchement. Des machines bipaient régulièrement, suivant le rythme cardiaque du bébé. Des lumières vives inondèrent sa vision. Des voix se chevauchaient, urgentes, mais calmes. Claire s'agrippa aux rampes, le souffle court, la sueur coulant sur ses tempes alors qu'une autre contraction la déchirait. « Où est Warren? » murmura-t-elle entre 2 allaitements. Marcia lui serra la main. « Il est en route, ma chérie. Concentre-toi juste sur ta respiration. » Les minutes semblaient des heures alors que Claire luttait pour rester consciente. Sa tension artérielle grimpa dangereusement. Une infirmière murmura quelque chose à propos de la détresse fétale. La poitrine de Claire se serra de panique, non pas pour elle-même, mais pour la petite vie qui luttait dans elle. « S'il te plaît, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, « s'il te plaît, sois en sécurité. » Comme appelé par sa peur, Warren fit éruption dans la pièce, toujours en tenue de bloc après une longue garde. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage tendu par l'inquiétude. Mais au moment où il atteignit son côté, Claire ressentit une stabilité qu'elle avait désirée pendant des mois. « Je suis là, » dit-il gentiment, prenant sa main tremblante. « Tu n'es pas seul. Nous allons t'aider à traverser ça. » Pour la première fois depuis longtemps, elle crut quelqu'un. L'accouchement fut compliqué. Le corps de Claire était épuisé. Son pouls s'accéléra. Le rythme cardiaque du bébé chuta. Les médecins discutèrent des options à voix basse.
Des mots comme intervention d'urgence et stabiliser ses constantes vitales flottaient au-dessus d'elle. Mais Warren resta ancré à ses côtés. Sa voix la calmait à travers chaque contraction. « Tu es plus forte que tu ne le penses », murmura-t-il. « Continue juste à respirer. Tu y es presque. » Et finalement, après une dernière poussée désespérée, un cri perçant de nouveau-né remplit la pièce. Un garçon, vivant, en sécurité. Claire s'effondra sur les oreillers, sanglotant de soulagement, tandis que l'infirmière plaçait le petit paquet chaud contre sa poitrine. Ses pleurs s'adoucirent au moment où il sentit sa peau. Ses doigts tracèrent sa petite joue, ses mains miniatures, ses douces respirations. Il était réel. Il était à elle. Il était tout ce pourquoi elle s'était battue. Marcia pleurait doucement dans le coin. Warren expira profondément, reculant pour lui laisser de l'espace, mais incapable de cacher le profond soulagement dans ses yeux. « Claire, dit-il doucement, vous l'avez fait. » Mais au même moment, à des kilomètres de là, dans un appartement froid rempli de regrets, Nathan fixait une notification d'appel manqué de l'hôpital. Il avait manqué la naissance. Il avait tout manqué. Et quand il apprendrait enfin où Claire était allée et qui avait été avec elle, son monde se briserait encore davantage. Les jours suivant la naissance furent un flou d'épuisement, de douces berceuses et d'une étrange paix gonflante qui enveloppa Claire comme une couverture plus chaude que toutes celles qu'elle avait apportées. Son fils, minuscule, parfait, avec de légères mèches de cheveux couleur caramel, dormait blotti contre sa poitrine, ses respirations régulières lui rappelant que le monde n'avait pas pris fin. Il avait seulement changé. Marcia rendait visite tous les jours, apportant des repas chauds et de doux rappels qu'elle n'était pas seule. Des infirmières passaient juste pour admirer la discrète vigilance du bébé. Même des inconnus dans le couloir lui offraient des félicitations souriantes. Pour la première fois depuis près d'un an, Claire se sentait entourée non pas par la pression ou le jugement, mais par la chaleur humaine. Mais la personne qui la surprit le plus fut Warren. Il se présentait chaque matin, un café dans une main et une expression douce sur son visage, jamais intrusif, jamais présomptueux, seulement présent. Il vérifiait ses constantes vitales, expliquait sa récupération étape par étape et s'assurait que le bébé prospérait. Et quand Claire le remerciait, il répondait toujours de la même manière. « C'est vous qui avez fait le plus dur. Je suis juste là pour vous soutenir. » Soutien, un mot qu'elle n'avait pas l'habitude d'entendre sincèrement. Un après-midi, après que Marcia soit sortie prendre un appel, Claire était assise dans le lit d'hôpital, berçant son nouveau-né, quand Warren entra avec un presse-papier. Il s'arrêta en la voyant fredonner doucement au bébé. Sa voix était tendre mais ferme. Elle avait l'air différente, toujours fatiguée, toujours en convalescence, mais il y avait une lueur dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Vous avez l'air plus forte aujourd'hui, » dit Warren. Claire sourit faiblement. « Je me sens nouvelle, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de réinitialisation de ma vie. » Warren hésita avant de s'asseoir. « C'est parce que vous avez enfin de l'espace pour respirer et parce que vous vous êtes choisi. » « Ce n'est pas facile. » Claire regarda son fils. « J'espère qu'il grandira en sachant que se choisir n'est pas égoïste. »« Il le fera, » lui assura Warren, « parce que vous le lui enseignerez. » Ils partagèrent un moment de silence, le genre qui n'avait pas besoin d'être rempli de mots. Claire étudia Warren, la douce inquiétude dans ses yeux, la sincérité dans sa posture. Il n'y avait pas de pression, pas d'attente, seulement d'une présence. « Warren, dit-elle doucement, merci pour tout, d'être venu quand personne d'autre ne l'a fait. » Son expression changea, une lueur de quelque chose de plus profond traversa son visage. « Vous ne me devez rien, Claire. Je suis là parce que je le veux, parce que vous comptez. » Sa respiration se coupa, pas de la même manière qu'avec Nathan, tendue, anxieuse, incertaine. C'était différent, chaleureux, stable, sûr. Mais elle n'était pas encore prête pour quelque chose de nouveau, ni l'amour, ni les étiquettes, ni un autre homme pour définir sa vie.
Et Warren sembla comprendre cela sans qu'elle ait à dire un mot. Il tendit simplement la main et lui serra doucement la main. « Quand vous serez prête, murmura-t-il, vous vous ouvrirez et vous traverserez cela avec une force que vous ne réalisez même pas que vous avez. » Au fil des jours, Claire retrouva progressivement son énergie. Elle s'entraîna à s'asseoir sans aide, apprit à émailloter son nouveau-né avec une précision gracieuse et commença même à relire la proposition de musicothérapie. Son ancienne étincelle, enfouie profondément sous des mois de fatigue émotionnelle, revenait. Un matin, alors qu'elle était assise près de la fenêtre, allaitant son fils, le soleil se répandant sur ses genoux, elle réalisa qu'elle ne se sentait plus brisée. Oui, elle était blessée. Oui, elle guérissait. Mais les morceaux en elle se réorganisaient en quelqu'un de plus fort qu'avant. Quelqu'un qui pouvait construire une nouvelle vie. Quelqu'un qui pouvait construire un nouvel avenir. Quelqu'un qui pouvait enfin voir sa propre valeur. Et à travers la ville, Nathan, privé de sommeil en pleine spirale, ignoré par le conseil et coupé par Sienna, ressentait le contraire. Il s'effilochait. Elle s'élevait. Et pour la première fois depuis le début de leur mariage, leurs chemins n'étaient plus parallèles. Ils se dirigeaient dans des directions complètement différentes et Claire se dirigeait vers la lumière. Au moment où Claire sortit de l'hôpital, son monde avait de nouveau changé. Pas violemment, pas douloureusement, mais avec la force douce d'une femme entrant dans le début de sa nouvelle vie. Elle retourna dans l'appartement de Marsha avec son nouveau-né. Un minuscule paquet émailloté dans la douce couverture qu'elle avait apporté de chez elle. La pièce qui avait autrefois semblé un refuge semblait maintenant un point de départ plein d'espoir. Chaque matin, le bébé remuait doucement, ses respirations chaudes contre sa poitrine, lui rappelant que la guérison n'était pas seulement possible, elle était en cours. Mais en dehors de la sécurité de ce petit appartement de Queens, une tempête se préparait. Le plus grand gala philanthropique de la ville, un événement brillant et très médiatisé qui accueillait des PDG, des investisseurs et des personnalités des médias, approchait. C'était un événement auquel Nathan avait assisté chaque année, étalant son succès dans des costumes sur mesure et des chaussures polies. Cette année, cependant, il n'avait pas d'invitation. Son congé avait été discrètement rebaptisé « examen disciplinaire en cours ». Plusieurs sponsors avaient demandé qu'il n'y assiste pas. Sa chute, autrefois impensable, devenait inévitable. Mais il n'était pas le seul lié au gala. Graham Steele, le PDG qui avait autrefois encadré Nathan, co-organisait l'événement. Et il avait contacté Warren pour obtenir du soutien pour une nouvelle initiative, un programme d'intégration du bien-être et des arts à l'échelle de la ville. Warren, à son tour, avait insisté sur le fait que la voix de Claire serait essentielle à la présentation. Au début, Claire résista. « Je ne peux pas me tenir devant une foule en ce moment, » murmura-t-elle, berçant son nouveau-né. « Et si Nathan se présente? » Warren secoua la tête. « Il ne sera pas sur la liste des invités. Même s'il essaye, la sécurité ne le laissera pas approcher de la scène. » Puis, s'adoucissant, il ajouta, « Claire, ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos de votre travail, de votre avenir. Vous méritez d'être vu pour ce que vous pouvez créer, pas pour ce que vous avez survécu. » Elle ne répondit pas tout de suite. La pensée de parler en public la terrifiait. Elle avait passé si longtemps à se rétrécir pour s'adapter à l'ombre d'un mariage qui ne l'avait jamais valorisée. Mais la confiance de Warren en elle, stable, chaleureuse, jamais exigeante, laissa une marque qu'elle ne put ignorer. 3 jours plus tard, elle dit oui. La nuit du gala arriva, fraîche et électrique, Manhattan, scintillante de lumière d'hiver et d'innombrables dignitaires sortant de voitures noires dans des robes et des costumes glamour. À l'intérieur de la salle de bal du River Café, des lustres en cristal se reflétaient sur les sols polis, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement. Claire entra tranquillement par une entrée de service, vêtue d'une simple robe blanche qui seyait doucement son corps postpartum. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était là pour retrouver sa voix. Warren la rencontra en coulisses,
son expression s'illuminant au moment où il la vit. « Tu as l'air confiante. » Elle secoua la tête nerveusement. « J'ai l'air terrifié. » Il rit doucement. « Les gens terrifiés ne se présentent pas. Toi, si. » Alors que Graham Steele montait sur scène pour présenter la nouvelle initiative, Claire sentit son cœur battre. Elle tenait son discours avec soin, des pages qu'elle avait réécrites une douzaine de fois, non pour le rendre parfait, mais pour le rendre honnête. Pendant ce temps, de l'autre côté de Brooklyn, Nathan n'était pas en smoking. Il n'était pas dans une limousine. Il était assis seul dans son appartement, l'endroit qui symbolisait autrefois son statut, maintenant jonché de boîtes de plats à emporter et de factures impayées. Son téléphone vibra avec une alerte de potin. Le PDG annonce une nouvelle initiative éducative au River Calf Gala ce soir. Une photo jointe à l'article fit Nathan plisser les yeux. Warren Blake souriant et à côté de lui, à peine visible, Claire. L'air quitta ses poumons. « Non, murmura-t-il, secouant la tête comme si le déni pouvait inverser la situation. Elle ne ferait pas ça. Et en force. Mais elle le ferait. Elle l'avait déjà fait. De retour au gala, Claire monta sur scène quand Graham prononça son nom. Les lumières étaient vives. La salle tomba dans un silence respectueux. Ses mains tremblèrent, mais sa voix, quand elle parla enfin, ne trembla pas. Elle parla de musique, d'enfants, de guérison, de la reconstruction d'une vie à partir des décombres d'un mariage brisé, sans nommer Nathan, mais révélant tout ce qui comptait. Les gens se penchèrent, les gens écoutèrent, les gens la virent, et alors que ces derniers mots résonnaient dans la pièce, elle réalisa quelque chose de puissant. Elle ne vivait plus dans l'histoire de Nathan. Celle-ci était la sienne. Les applaudissements résonnaient encore lorsque Claire descendit de scène. Son souffle était irrégulier, mais son cœur était rempli de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La validation, une vraie validation, celle qui n'était pas offerte par pitié ou obligation, mais gagnée par sa propre voix. Graham lui serra la main fièrement. Warren la regarda avec une admiration silencieuse qu'elle n'était pas prête à nommer, et plusieurs invités la félicitèrent avec une sincérité chaleureuse. Mais de l'autre côté de la salle de bal, une ondulation inattendue traversa la foule. Des murmures, des chaises qui bougeaient, une lueur de malaise. Claire ne remarqua rien au début. Elle était trop concentrée à calmer sa respiration, trop occupée à absorber le soulagement d'avoir survécu au moment le plus intimidant de sa nouvelle vie. Puis Marsha accourut en coulisses, les yeux écarquillés. « Ne paniquez pas, ma chérie, » murmura-t-elle, « mais il est là. » L'estomac de Claire se serra. « Nathan ?» Marsha hocha la tête d'un air sombre. La sécurité l'a arrêté à la porte. Il a essayé de forcer l'entrée. Les gens de Graham s'en occupent, mais il fait une scène. Le souffle de Claire se coupa, mais elle ne pleura pas, ne trembla pas. Elle ressentit simplement une froide et lourde certitude s'installer dans sa poitrine. Nathan n'était pas venu pour elle, il était venu pour le contrôle. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle de bal, Nathan se tenait entouré de gardes de sécurité, son costume froissé, son expression folle de frustration. Des caméras clignotaient à proximité, des journalistes mondains attirés par le chaos comme des papillons de nuit par le feu. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate de travers, et sa voix assez forte pour résonner dans le couloir. « J'ai besoin de parler à ma femme, » cria-t-il. « Venu, vous ne comprenez pas. Elle est manipulée, elle est instable. » Graham Steele s'approcha alors, calme comme une pierre. « Nathan, arrêtez. Si vous avez gagné... » Nathan se tourna brusquement. « Vous l'avez laissé parler ce soir. Vous l'avez mise sur scène pour m'humilier? » Graham ne broncha pas. « La seule personne qui vous humilie en ce moment, c'est vous-même. » Les journalistes se penchèrent, sentant le sang dans l'eau. La voix de Nathan se brisa de colère. « C'est ma femme, elle me doit. » Graham le coupa sèchement. « Claire ne vous doit rien, pas après ce que vous avez fait. » Un silence tomba.
Des appareils photo cliquèrent. Graham continua d'une voix calme mais ferme. Elle est venue ici ce soir parce qu'elle a un don, parce qu'elle reconstruit sa vie et parce qu'elle est plus forte que tout ce que vous avez essayé de briser. Le visage de Nathan vira à une vilaine nuance de rouge. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh, je sais exactement de quoi je parle, répondit Graham. Je sais que vous l'avez ignorée quand elle a été hospitalisée. Je sais que vous étiez à Beverly Hills avec une autre femme quand elle avait le plus besoin de vous, et je sais que vous avez divulgué des mensonges à son sujet pour protéger votre image. Nathan figea parce que la dernière accusation n'était pas vraie. Mais tout le monde y crut instantanément. Même Sienna, qui avait effectivement divulgué l'histoire, n'était pas là pour le défendre. Elle s'alignait déjà avec un autre cadre supérieur, laissant Nathan en plan. « Sécurité », dit Graham, hochant la tête. « Escortez M. Donovan hors de la propriété. » Nathan se jeta en avant, désespéré. « Claire, s'il vous plaît, j'ai juste besoin de lui parler. » Claire. Sa voix se brisa, non pas d'amour mais de panique. La panique d'un homme qui avait perdu le contrôle, perdu le pouvoir, perdu la femme qui l'avait autrefois protégée de ses pires impulsions. À l'intérieur, Claire pouvait entendre le tumulte. Warren se posta à ses côtés, une tension protectrice émanant de lui. « Vous n'avez pas à le voir, murmura-t-il. « Je sais, chuchota-t-elle. » Mais elle n'avait plus peur, ni de Nathan, ni du passé, ni de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Elle s'avança juste assez pour regarder dans le couloir. Nathan la vit et tout en lui s'effondra. « Claire, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vais changer, je ferai n'importe quoi, ne jetez pas ça. » Son visage resta calme, le chagrin remplacé par la clarté. « Je n'ai rien jeté, » dit-elle doucement. « C'est vous qui l'avez fait. » Son expression s'affaissa, le désespoir se tordant en détresse, mais Claire ne détourna pas le regard. Pas cette fois. Au revoir, Nathan. La sécurité le fit sortir. Les appareils photo clignotaient, les journalistes murmuraient, le monde entier observant sa chute se dérouler en temps réel. Et alors que les portes se refermaient derrière lui, Claire ressentit une légèreté extraordinaire, comme si la dernière chaîne s'était brisée. La neige tomba légèrement sur la ville le matin après le gala. Une chute de neige douce et purificatrice qui rendait Manhattan presque douce. Claire était assise près de la fenêtre de l'appartement de Marcia, son nouveau-né endormi dans ses bras, respirant lentement et régulièrement. Le chaos de la nuit précédente semblait lointain maintenant, comme une tempête dont elle était enfin sortie. Elle s'était tenue droite, avait dit sa vérité, et avait fait face à l'homme qui avait autrefois tenu son cœur dans ses mains négligentes, et elle avait survécu. Mais la survie n'était plus le but. C'était le début de quelque chose de mieux. Un coup à la porte interrompit son moment de calme. Marcia l'ouvrit avant que Claire ne puisse se lever. Warren entra, portant un petit paquet emballé. Il semblait hésitant, comme incertain s'il dérangeait. « Je ne voulais pas venir sans y être invité, » dit-il doucement. « Mais j'avais quelque chose pour vous. Quelque chose que je pensais que vous devriez avoir aujourd'hui. » Claire sourit gentiment. « Vous êtes toujours le bienvenu ici. » Il se détendit juste un peu et marcha vers elle. La lumière du matin captura ses traits, fatigués mais gentils, usés, mais stable, le genre de stabilité que Claire n'avait jamais connu jusqu'à présent. « Ceci est pour vous, » dit-il, lui tendant le paquet. Claire déplia l'emballage, s'attendant à quelque chose de pratique. Une couverture de bébé, un livre, quelque chose de médical. Mais à l'intérieur de la boîte se trouvait quelque chose de bien plus symbolique. Une paire de boucles d'oreilles en diamant. Pas ostentatoire, pas extravagante, élégante, délicate, équilibrée. Elle s'immobilisa. Son cœur se serra dans sa gorge. « Je ne peux pas les prendre, » murmura-t-elle. Warren secoua la tête. « Ce n'est pas un cadeau au sens romantique. Graham les avait. Il m'a dit de vous les donner. » Il fit une pause, laissant le sang s'installer. « Elles appartenaient à votre mère.
Elle l'a une fois aidé pendant une période difficile de sa jeunesse. Il s'était promis de lui rendre sa gentillesse un jour. C'était sa façon de tenir cette promesse. Une douce douleur se répandit dans la poitrine de Claire. Elle toucha les boucles d'oreilles délicatement, sentant le poids de la mémoire et du destin tissé en elle. « Ma mère », souffla-t-elle. Warren hocha la tête. Il savait que vous les donner maintenant signifierait quelque chose. Claire retint le picotement des larmes, non pas le genre de larmes de tristesse, mais des larmes qui signalaient un cœur qui se recousait. Elle tourna les boucles d'oreilles dans sa main. Elles n'étaient pas comme la paire froide et brillante que Nathan utilisait autrefois pour la faire se sentir moins ordinaire. Celle-ci se sentait comme une restauration, comme un cercle qui se ferme, comme un avenir qui s'ouvre. « Merci » murmura-t-elle. Warren sourit doucement. « Il y a plus ?» Il lui tendit un dossier, des documents mis à jour pour le programme de musicothérapie, son nouveau titre, directrice créative du son et du bien-être de la petite enfance, un poste rémunéré, des horaires flexibles, des avantages sociaux complets. « Claire, dit-il gentiment, vous ne partez pas de rien, vous partez de la force. » Elle expira en tremblant. « Je n'aurais jamais pensé avoir une vie en dehors de Nathan. » « Vous n'avez pas besoin de lui pour avoir une vie, » répondit Warren. « Vous avez construit celle-ci vous-même. » Leurs regards se rencontrèrent, stables, honnêtes, sans précipitation. Il n'y avait pas de hâte, pas d'attente, juste la compréhension chaleureuse de deux personnes dont les chemins s'étaient entrelacés dans les ruines d'une vie et la naissance d'une autre. Marcia, faisant semblant de ne pas écouter, renifla bruyamment en signe d'approbation. Plus tard cet après-midi-là, Claire sortit avec son bébé, doucement blotti contre sa poitrine. La neige avait cessé, laissant le monde brillant et scintillant. Elle marcha vers le petit parc au bout de la rue, son souffle voilant l'air en douce spirale. Elle se sentit plus légère, plus libre, entière. Quelque part de l'autre côté de la rivière, Nathan affrontait le vide qu'il avait créé. Sa carrière était au point mort, sa réputation brisée, sa maison silencieuse. Il ferait face à la responsabilité lentement et douloureusement, non pas parce que Claire voulait se venger, mais parce que la vie a une façon d'honorer la vérité. Et Claire, elle marcha finalement vers un monde qui l'accueillait. Un monde où l'amour pourrait grandir lentement, en toute sécurité, peut-être même avec un homme comme Warren un jour. Un monde où son fils connaîtrait la force, non comme un sacrifice, mais comme une estime de soi. Un monde où elle n'était pas invisible. Elle respira l'air froid de l'hiver, ferma les yeux et murmura « Nous sommes à la maison ». La neige tomba légèrement sur la ville le matin après le gala, une chute de neige douce et purificatrice qui rendait Manhattan presque douce. Claire était assise près de la fenêtre de l'appartement de Marcia, son nouveau-né endormi dans ses bras, respirant lentement et régulièrement. Le chaos de la nuit précédente semblait lointain maintenant, comme une tempête dont elle était finalement sortie. Elle s'était tenue droite, avait dit sa vérité et avait fait face à l'homme qui avait autrefois tenu son cœur dans ses mains négligentes. Et elle avait survécu, mais la survie n'était plus le but. C'était le début de quelque chose de mieux. Un coup à la porte interrompit son moment de calme. Marcia l'ouvrit avant que Claire ne puisse se lever. Warren entra, portant un petit paquet emballé. Il semblait hésitant, comme incertain s'il dérangeait. « Je ne voulais pas venir sans y être invité, » dit-il doucement. « Mais j'avais quelque chose pour vous. Quelque chose que je pensais que vous devriez avoir aujourd'hui. » Claire sourit gentiment. « Vous êtes toujours le bienvenu ici. » Il se détendit juste un peu et marcha vers elle. La lumière du matin captura ses traits, fatigués, mais gentils, usés, mais stables. Le genre de stabilité que Claire n'avait jamais connu jusqu'à présent. « Ceci est pour vous, » dit-il, lui tendant le paquet. Claire déplia l'emballage, s'attendant à quelque chose de pratique, une couverture de bébé, un livre, quelque chose de médical.
Mais à l'intérieur de la boîte se trouvait quelque chose de bien plus symbolique, une paire de boucles d'oreilles en diamant, pas ostentatoire, pas extravagante, élégante, délicate, équilibrée. Elle s'immobilisa. Son cœur se serra dans sa gorge. « Je ne peux pas les prendre, » murmura-t-elle. Warren secoua la tête. « Ce n'est pas un cadeau au sens romantique. Graham les avait. Il m'a dit de vous les donner. » Il fit une pause, laissant le sens s'installer. « Elles appartiennent à votre mère. Elle l'a une fois aidé pendant une période difficile de sa jeunesse. Il s'était promis de lui rendre sa gentillesse un jour. C'était sa façon de tenir cette promesse. » Une douce douleur se répandit dans la poitrine de Claire. Elle toucha les boucles d'oreilles délicatement, sentant le poids de la mémoire et du destin tissé en elle. « Ma mère », souffla-t-elle. Warren hocha la tête. Il savait que vous les donner maintenant signifierait quelque chose. Claire retint le picotement des larmes. Non pas le genre de larmes de tristesse, mais des larmes qui signalaient un cœur qui se recousait. Elle tourna les boucles d'oreilles dans sa main. Elles n'étaient pas comme la paire froide et brillante que Nathan utilisait autrefois pour la faire se sentir moins ordinaire. Celle-ci se sentait comme une restauration, comme un cercle qui se ferme, comme un avenir qui s'ouvre. « Merci » murmura-t-elle. Warren sourit doucement. « Il y a plus. » Il lui tendit un dossier, des documents mis à jour pour le programme de musicothérapie. Son nouveau titre, directrice créative du son et du bien-être de la petite enfance. Un poste rémunéré, des horaires flexibles, des avantages sociaux complets. « Claire, dit-il gentiment, vous ne partez pas de rien, vous partez de la force. » Elle expira en tremblant. « Je n'aurais jamais pensé avoir une vie en dehors de Nathan. » Fin de l'ère. « Vous n'avez pas besoin de lui pour avoir une vie, » répondit Warren. « Vous avez construit celle-ci vous-même. » Leurs regards se rencontrèrent, stables, honnêtes, sans précipitation. Il n'y avait pas de hâte, pas d'attente, juste la compréhension chaleureuse de deux personnes dont les chemins s'étaient entrelacés dans les ruines d'une vie et la naissance d'une autre. Marcia, faisant semblant de ne pas écouter, renifla bruyamment en signe d'approbation. Plus tard cet après-midi-là, Claire sortit avec son bébé, doucement blotti contre sa poitrine. La neige avait cessé, laissant le monde brillant et scintillant. Elle marcha vers le petit parc au bout de la rue, son souffle voyant l'air en douce spirale, où elle se sentit plus légère, plus libre, entière. Quelque part de l'autre côté de la rivière, Nathan affrontait le vide qu'il avait créé. Sa carrière était au point mort, sa réputation brisée, sa maison silencieuse. Il ferait face à la responsabilité lentement et douloureusement, non pas parce que Claire voulait se venger, mais parce que la vie a une façon d'honorer la vérité. Et Claire, elle marcha finalement vers un monde qui l'accueillait. Un monde où l'amour pourrait grandir lentement, en toute sécurité, peut-être même avec un homme comme Warren un jour. Un monde où son fils connaîtrait la force, non comme un sacrifice, mais comme une estime de soi. Un monde où elle n'était pas invisible. Elle respira l'air froid de l'hiver, ferma les yeux et murmura « Nous sommes à la maison. » « D'accord, mon ami. Alors, l'histoire est arrivée à sa fin. Et si tu es toujours là en ce moment à lire ce moment avec moi, alors quelque chose dans le parcours de Claire a dû te toucher. Peut-être doucement, peut-être douloureusement, peut-être comme un rappel silencieux de ta propre force. Parlons, juste toi et moi. L'histoire de Claire nous enseigne que la guérison n'est pas bruyante. Elle n'est pas parfaite. C'est la décision de s'éloigner de ce qui te brise, même quand ton monde entier tremble. C'est choisir la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que le confort, et la dignité plutôt que la pure. Le stoïcien a dit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Marc Aurèle aurait pu parler directement à Claire ou à n'importe lequel d'entre nous, essayant de se reconstruire après un chagrin d'amour. Parfois, la vie ne nous donnera pas de conclusion,
mais elle nous donnera de la clarté. Parfois, nous n'obtenons pas les excuses que nous méritions, mais nous obtenons l'avenir que nous méritions bien plus. Si cette histoire t'a fait mal au cœur, ou t'a fait faire une pause, ou t'a fait chuchoter, j'avais besoin de ça. Alors j'espère que tu porteras avec toi une simple vérité. Tu as le droit de te choisir toi-même. Et se choisir soi-même n'est jamais un échec. C'est le début de redevenir entier. Si tu as ressenti quelque chose aujourd'hui, s'il te plaît, aime, partage et abonne-toi à la chaîne. Non pas pour l'algorithme, mais pour que plus de gens qui ont besoin de ces histoires puissent les trouver, tout comme toi. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Tu comptes ici.